Après la guerre, Chuck Yeager acquerra une célébrité planétaire en étant le premier homme à franchir le mur du son, le 14 octobre 1947, aux commandes d'une espèce de torpille volante dont le dessin s'inspire d'une balle de 12,7 mm. Torpille volante qu'il a galamment baptisée du nom de son épouse, Glennis, assortie de l'adjectif glamorous, comme auparavant tous les avions qu'il a pilotés, à commencer par le Mustang abattu en mars 1944 au-dessus du Lot-et-Garonne. À propos de ce crash, survenu aux confins des communes de Romestin et de Cours-les-Bains, des recherches menées sur les lieux par des adeptes de l'archéologie aéronautique, ainsi qu'ils désignent eux-mêmes cette discipline, et publiées sur le site aerocherche.fr, ont permis de retrouver des fragments tant de l'appareil de Yeager que du chasseur allemand qu'il avait abattu avant de connaître le même sort. Parmi ces fragments, la liste publiée sur le site susmentionné, accompagnée de photographies, fait apparaître un embout de la pompe à carburant du réservoir principal, ou une trappe d'accès pour vérifier le niveau d'huile, s'agissant du Mustang, et s'agissant de son adversaire allemand, une aile presque entière, un peu comme s'il s'agissait des reliefs d'un repas, utilisée entre-temps pour consolider la berge d'un ruisseau. Le même site précise qu'au lendemain du combat, on avait retrouvé dans la combinaison du pilote allemand, celui dont le parachute ne s'était pas ouvert, une petite cuillère et la note d'une pharmacie de Châteauroux. Les plus précieuses de ces reliques, deux des mitrailleuses Browning du Mustang et la verrière latérale de son cockpit, ont fait l'objet d'une exposition dans une vitrine dédiée du musée Aéroscopia, voisin de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Toutefois, lorsque je me suis rendu dans cet établissement, le lendemain de mon demi-échec au port d'Arinsal, par une journée exceptionnellement chaude et venteuse du mois de septembre, non seulement cette vitrine avait disparu, à mon grand désappointement, mais bien que son existence eût été attestée quelques années auparavant par plusieurs articles dans La Dépêche, le personnel du musée me soutint contre toute évidence que rien de tel n'avait jamais existé. Aussi longtemps qu'il vécut, Chuck Yeager manifesta une grande fidélité aux souvenirs de ces événements de mars 1944 et aux personnes qui y avaient été associées. Avant même la fin de la guerre, au cours de la journée du 15 janvier 1945, d'après le témoignage de son camarade Bud Anderson, lors d'une escapade aérienne non programmée qui auparavant les a vus s'exercer au tir sur les plus hautes pentes du Mont Blanc, les deux pilotes, aux commandes de leur Mustang et à l'initiative de Yeager, survolent les lieux du crash, ceux où il fut caché dans les jours ou les semaines suivants, puis son itinéraire d'évasion à travers les Pyrénées, et jusqu'à la cabane aux fatales chaussettes, si peu vraisemblable que paraisse ce dernier détail. 11 ans plus tard, alors qu'avec son escadrille de sabres, il est basé à Toul, où il se plaint tant du climat pluvieux que des restrictions imposées par le général de Gaulle à l'US Air Force, Yeager retourne en famille à Nérac, où il retrouve un de ses hôtes du temps de guerre, Gabriel, devenu maire. Lors de ce même voyage, il semble qu'il ait échoué à retrouver madame Starodvorsky, la dame qu'il avait accueillie en premier et soumis à un interrogatoire serré, afin de s'assurer qu'il n'était pas un espion. Et ce n'est qu'en 1970, alors que devenu général et basé à Ramstein, en RFA, il commande en second la 17e Air Force, qu'il la reçoit à sa table, ses retrouvailles illustrées dans Stars and Stripes, le journal des forces armées américaines, par une photographie assez touchante où on le voit sourire d'un air malicieux, l'oreille en pointe, son bras droit passé autour des épaules de son hôtesse, celle-ci portant un rang de perles par-dessus un col en dentelle. Puis, 38 années passent, au moins, d'après la documentation dont je dispose, avant que Chuck Yeager, en 2008, lors d'un voyage à Toulouse, prenne les commandes d'un Airbus A380 et survole à nouveau le lieu du crash, dans le Lot-et-Garonne. 2 ans plus tard, à l'occasion du tournage d'un film sur son évasion à travers les Pyrénées, on le voit à Saint-Béat, où il est interviewé par la correspondante locale de La Dépêche, qui se souvient de lui comme d'un homme sympathique et taquin. Enfin, sa dernière visite, qui le mène à Mazères-de-Nest, dans le département des Hautes-Pyrénées, survient en 2018, alors qu'il ne lui reste plus que 2 ans à vivre, et que si l'on en juge par la photo illustrant dans La Dépêche le compte-rendu de cette visite, l'homme qui le premier a franchi le mur du son se déplace désormais dans un fauteuil roulant.